va démarrer la suite des exposés thématiques. Donc, par un premier thème sur les contaminants biologiques. On va avoir trois exposés d'Éric Cardinal et d'Aurélie Binot de l'UMR Astre, puis de Jean-Christophe Meil de l'UMR Calice Sud. Et à l'issue de ce troisième exposé, on aura un temps d'échange, de discussion. Éric ? Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un point effectivement sur la résistance aux antibiotiques. Alors, c'est vrai que vous entendez beaucoup parler de maladies infectieuses, en particulier de la part de notre unité, mais on a un autre grand challenge au niveau santé publique, c'est celle de la résistance aux antibiotiques, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, l'antibiorésistance, vous savez que les bactéries, en général, sont sensibles aux antibiotiques. On a des bactéries qui sont naturellement résistantes à certains. Et on a des bactéries, effectivement, qui, en première intention, concernent des infections, je dirais, avec des bactéries du microbiote qui développent au fur et à mesure une capacité de résistance aux antibiotiques lorsqu'on a une pression de ces antibiotiques sur ces bactéries-là. Et donc, c'est une évolution qui se fait assez naturellement et qui est induite surtout par la pression des antibiotiques. À chaque fois que nous avons un antibiotique qui a été créé, depuis 1928 avec Fleming, quelques années après, on a eu une résistance qui s'est affirmée. Donc, les déterminants principaux de cette antibiorésistance, c'est vraiment l'usage des antibiotiques, mais également la transmission croisée. Et lorsque je parle d'usage des antibiotiques, je parle également de mésusages autant en santé humaine qu'en santé animale. En mésusages, on parle de sous-dosage ou de dosage à trop long terme ou à durée trop faible. Et la transmission croisée, ça s'avère réel entre ce qui se passe chez l'homme, chez l'animal, mais aussi dans le compartiment environnemental. Et donc on a un impact qui est effectivement individuel, mais à plus long terme, au niveau collectif, au niveau de l'ensemble de la population. De fait, depuis des années, on voit qu'on a un lien entre la consommation d'antibiotiques et la résistance bactérienne. Ici, c'est véritablement l'utilisation des consommations de pénicilline en ville, en milieu communautaire. Là, on ne parle pas de milieu hospitalier. On a une évolution justement de cette résistance qui dépend de manière proportionnelle à la consommation des pénicillines. Et c'est vrai quasiment pour tous les antibiotiques connus. Il faut voir que la dissémination de la résistance, c'est bien sûr un impact individuel, mais ensuite qui passe donc au niveau collectif. Au niveau, je dirais, individuel, on a des bactéries qui acquièrent des gènes de résistance qui font que ces bactéries vont effectivement résister à tel ou tel antibiotique ou certaines familles d'antibiotiques. Mais à partir du moment où on a une personne qui héberge, une personne ou un animal d'ailleurs, qui héberge une bactérie multirésistante, eh bien celle-ci va de fait passer à une grande partie de cette population-là. Et en fait, on a un cycle qui s'installe entre les bactéries présentes dans la population humaine, où généralement la résistance se crée entre guillemets à l'hôpital, là où on utilise le plus les antibiotiques, mais cela se crée entre la population humaine, au milieu communautaire et au milieu hospitalier, mais également avec les animaux domestiques en lien avec cette population-là, et de fait avec l'environnement, avec une transmission possible d'ailleurs via l'alimentation, et en particulier l'alimentation de produits animaux sur lesquels des animaux de rente avec des œufs, de la viande ou du lait. Vous voyez qu'on a ce cycle effectivement, et de fait, on a un excellent exemple de l'approche One Health dans le domaine de la résistance aux antibiotiques, puisqu'on a cette antibiorésistance qui se retrouve véritablement partout. Bien sûr, dans les structures hospitalières, ensuite, de fait, comme je vous l'ai expliqué, dans les populations au niveau communautaire, mais également en élevage. En élevage parce que depuis de longues années, on a utilisé les antibiotiques, alors certes pour traiter des infections bactériennes, mais aussi à titre de promoteur de croissance, pour améliorer le gain moyen quotidien, pour améliorer l'efficience alimentaire. Depuis des années, ça a été utilisé. Depuis 2006, les antibiotiques sont interdits en tant que promoteurs de croissance, mais ce n'est pas vrai partout dans le monde, et on a encore des pays qui permettent justement l'utilisation d'antibiotiques à titre de promoteur de croissance. Et donc, on retrouve de fait, entre ces milieux animaux et humains, on retrouve ces résistances dans le sol. On voit que dans le sol, lorsqu'on utilise des pesticides,
Alors évidemment, des pesticides à titre avec des antibiotiques, mais des pesticides également recourant à des métaux lourds comme le cuivre, comme le zinc, eh bien cela crée également de la résistance directement dans le sol, directement dans les bactéries que l'on retrouve dans le sol en lien soumis à cette pression des métaux lourds et des pesticides en général. Donc finalement, on retrouve cette résistance un peu partout dans notre environnement et c'est bien ça le problème, cette résistance ne fait que s'accroître. On a en effet une morbidité et une mortalité qui ne cessent d'augmenter. Vous voyez que les derniers chiffres à peu près calés montraient qu'il y avait 125 000 infections en 2015 en France qui étaient dénotées liées à des bactéries multirésistantes, avec 5 500 décès qui étaient réellement attribués à cette problématique de résistance. Aujourd'hui, on est plutôt à 7 500 décès en 2020. En Europe, on était à 33 000 décès liés à cette problématique et nous sommes pourtant dans une région où on maîtrise globalement cette problématique-là. Si on compare à des pays comme la Thaïlande ou l'Inde étant considérée comme un des hotspots d'émergence de la résistance aux antibiotiques, on a des chiffres réellement beaucoup plus importants. Et à titre de projection, il y a ce fameux rapport d'O'Neill qui avait été produit en 2016 qui indiquait, et c'était certes de la modélisation, mais qui faisait froid dans le dos, qui montrait qu'en 2050, le nombre de morts liés à cette problématique de résistance aux antibiotiques aurait dépassé le nombre de morts liés au cancer. C'est pour ça que c'est un réel challenge d'aujourd'hui et pas de demain. Et on a effectivement pas mal d'informations, et un petit peu comme ça a été montré auparavant, ou par Mathieu dans son introduction, on voit que le fardeau est réellement aussi très important dans les pays dans lesquels nous travaillons, dans les pays partenaires. On voit que dans les pays du Sud, dans les pays à bas revenus, on a 2 fois plus d'infections hospitalières comparées en Europe. Et on a 3 fois plus d'infections dans les unités de soins intensifs, les ICU, et 9 fois plus dans les unités néonatales. Avec, vous voyez, des résistances à l'amoxicilline en particulier, mais de manière beaucoup plus inquiétante par rapport aux derniers antibiotiques connus, céphalosporine de 3e et 4e génération, fluoroquinolone, et surtout les derniers antibiotiques qui ont été mis sur le marché et qui sont normalement réservés aux unités de soins intensifs, les carbapénem. Aujourd'hui, on a une résistance au carbapénem qui augmente partout dans le monde, certes en milieu hospitalier, mais pas que, et c'est vraiment un souci pour la communauté. En termes d'axes de recherche, on a pas mal de travaux qui concernent d'abord le process de changement en termes d'utilisation des antibiotiques. En gros, on essaye de comprendre quelles sont les pratiques, les croyances, les opinions autour de cet usage des antibiotiques, quelles sont les barrières et les motivations pour changer le recours aux antibiotiques, que ce soit d'ailleurs pour les éleveurs ou que ce soit dans le milieu médical. Il faut voir que, par exemple, et c'est vrai aussi en Europe, nous avons des médecins qui ont à disposition des tests qui pourraient permettre, ne serait-ce que de vérifier si on a une angine bactérienne ou virale. Eh bien, dans 20% des cas, c'est uniquement 20% des médecins qui recourent à ce test pour décider si oui ou non on utilise des antibiotiques. Et donc, c'est simplement au nez qu'on vous donne ou pas des antibiotiques. Ensuite, on essaye de comprendre quels sont les facteurs qui influencent la décision des personnes qui recourent à ces antibiotiques. Et enfin, quelles sont les interventions au niveau One Health, qui concernent donc une approche effectivement commune à l'homme, à l'animal et à l'environnement, qui peuvent être justement motrices et qui peuvent permettre justement de mieux comprendre et la situation et surtout de permettre d'installer sur le long terme les recommandations qui s'avèrent nécessaires. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits notamment en Asie du Sud-Est ou en Afrique, les travaux de Flavie, de Marion ou de Sophie. On essaye de comprendre les pratiques, on utilise des méthodes comme la méthode Q, notamment, c'est ce qu'on a fait en Thaïlande et à Madagascar, pour essayer justement de comprendre avec des groupes bien identifiés qui ont recours de manière assez naturelle aux antibiotiques, quels sont justement les moyens sur lesquels agir pour essayer de limiter justement cet accès aux antibiotiques. À côté de ça, on essaye de comprendre la circulation de la résistance aux antibiotiques entre les différents compartiments, humains, animaux et environnementaux. Et ce qui s'avère assez intéressant, c'est que vous voyez qu'en fonction des zones,
à gauche, vous avez par exemple le dendrogramme en Angleterre. Vous avez, vous voyez, une couleur assez uniforme autour de ce cercle, en particulier en bas, où on voit que finalement, on a de manière assez séparée des déterminants que l'on retrouve chez l'animal d'un côté et de l'autre en santé humaine. Alors que les travaux que nous avons faits à Madagascar, vous voyez que vous avez un patchwork de couleurs qui représentent les différentes espèces sur lesquelles nous avons travaillé, espèces plutôt de rente, hein, autant de volailles, de porcs, de ruminants, ainsi que l'homme. Et vous avez dans l'encadré au centre, justement, la confirmation de ce patchwork. On a un réel partage et des bactéries multirésistantes et des supports moléculaires à cette résistance, autant chez l'homme que chez l'animal, qui prouve qu'on a une réelle transmission croisée entre les deux. Et donc évidemment, on explique ça par plus de contacts en Europe, et c'est vrai d'ailleurs à La Réunion, on est plutôt dans je dirais le type Angleterre. On a vraiment une séparation entre les activités animales d'un côté, où les animaux sont, je dirais, dans des poulaillers, dans des porcheries, à part vis-à-vis de l'homme et des propriétaires. À Madagascar, on a des contacts beaucoup plus étroits entre l'homme et l'animal, c'est ce qui explique vraisemblablement cette transmission croisée. Et enfin, on a des travaux, et c'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à notre réflexion pour organiser cette journée. On travaille également, et ça c'est un travail que nous avons fait à La Réunion, c'est essayer de voir justement ce que l'on retrouvait dans le sol. Ce que l'on retrouvait dans le sol par rapport à ce que l'on pouvait retrouver chez l'animal et chez l'homme, et voir si effectivement le sol pouvait réserver enfin constituer un réservoir pour des bactéries multirésistantes en fonction justement du type de sol et en fonction du type d'utilisation de ces sols. Bien sûr, tous ces travaux, c'est pour nous asseoir certaines recommandations et des recommandations qui puissent s'avérer pérennes. Et donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui, et c'est vrai autant en santé humaine qu'en santé animale, c'est le recours de manière vraiment très prudente, ciblée et raisonnée des antibiotiques. Alors vous connaissez toutes ces publicités, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Mais en France, depuis 2011, on a installé le plan éco-antibio, porté par le ministère de l'Agriculture, qui visait justement à diminuer de 25% l'usage des antibiotiques en 5 ans. Et bien sur les antibiotiques dits critiques, c'est-à-dire les antibiotiques de dernier ressort pour l'homme, à savoir donc les céphalosporines de 3e et 4e génération, fluoroquinolone et carbapénem, on a eu une réduction de plus de 80% en santé animale de l'utilisation de ces antibiotiques-là. Ce qui prouve qu'on arrive à le faire avec l'effort de tous, autant des coopératives agricoles que des vétérinaires, et on arrive à diminuer justement le niveau de résistance des bactéries que l'on retrouve dans ces mêmes élevages. Et donc au quotidien, ce que l'on promeut autant d'ailleurs dans le nord que dans le sud, c'est vraiment d'avoir des points clés, à savoir une prescription raisonnée. Aujourd'hui, l'idée, c'est si on a affaire réellement à une bactériose, pas une virose, mais une bactériose, où on a besoin d'utiliser des antibiotiques, eh bien, savoir à quel type de bactérie on a affaire et à quelle sensibilité cette bactérie peut présenter, et donc utiliser des antibiotiques à spectre le plus étroit possible. Ensuite, bien sûr, c'est favoriser tout ce qui est prévention sanitaire, c'est-à-dire limiter justement le risque d'introduction de bactéries pathogènes en particulier dans ces élevages. Et c'est exactement aujourd'hui le même fonctionnement en milieu hospitalier ou dans les EHPAD ou dans les crèches. Et bien sûr, c'est également de trouver des alternatives aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'on essaye de promouvoir des vaccins contre certaines bactérioses, c'est travailler sur des huiles essentielles, voire même sur des phages qui pourraient s'avérer intéressants à titre de remplacement des antibiotiques. Mais également, ça passe par une sensibilisation des acteurs, quels qu'ils soient, des professionnels, des politiques, mais aussi et surtout de la société civile. On a souvent, et vous voyez ça un peu partout, des patients qui réclament des antibiotiques lorsqu'ils vont chez le médecin. Donc en gros, pour limiter les risques d'antibiorésistance, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est d'abord moins d'antibiotiques, avec un focus particulier sur l'importance de la prévention, du diagnostic de la biosécurité de la vaccination, mais aussi mieux d'antibiotiques. Lorsqu'on les utilise, on doit respecter la prescription. Et un gros problème que l'on a dans les Suds, c'est justement l'automédication, puisque la plupart des gens peuvent acheter directement sur les marchés forains, autant pour eux que pour les animaux, des antibiotiques qu'ils utilisent un peu à loisir. Donc c'est une approche qui s'avère autant quantitative que qualitative, et c'est un véritable challenge d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Voilà, merci.
on va passer la parole à Aurélie Binot. Je ne vous vois pas, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ok, très bien. Est-ce que je partage mon écran ou vous voulez passer la présentation directement? Bah, vous pouvez partager votre écran si ce sera plus confortable pour vous. D'accord. Euh, En attendant, il y a une question dans le chat. Quelle alternative aux antibiotiques en production animale intensive? En termes d'alternatives, justement en production intensive, l'idée c'est vraiment de travailler sur les mesures de biosécurité. Aujourd'hui, on arrive vraiment à le faire en matière de volaille. Par exemple, et c'est vrai d'ailleurs autant dans le nord que dans le sud, hein, on arrive à élever les mesures de biosécurité pour limiter le risque d'introduction. Et ce sont des mesures autant spatiales que temporelles. Et donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'avec des mesures comme ça, on arrive à limiter l'introduction de bactéries pathogènes. Et c'est vrai donc surtout sur les espèces hors sol, volailles et porcs, mais ce n'est pas encore tout à fait installé pour les espèces de ruminants. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler également sur des alternatives complémentaires. Alors déjà, évidemment, c'est le fait d'essayer de moins croiser, ou de croiser au minimum les différentes productions, y compris en limitant les échanges de matériel entre élevages, etc. Mais c'est également le recours à des vaccins lorsqu'on a ces vaccins qui sont disponibles. Malheureusement, ils ne sont pas forcément tout le temps utilisés et tout le temps bien utilisés. Merci. Donc, Aurélie, c'est bon, on voit votre écran. Vous pouvez... Oui, oui, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Alors, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité dans le cadre de cette journée d'études pour aborder la dimension sociale de cet enjeu autour de la santé environnementale. Je vais rebondir directement sur ce qu'Éric a présenté, à savoir l'importance d'inclure dans la conception des interventions, dans les recherches et les actions, la société civile et donc les utilisateurs des antibiotiques en l'occurrence, ou en tout cas toutes les personnes qui sont susceptibles d'être impactées par la présence de contaminants sur leur territoire. Donc, je voudrais juste resituer l'enjeu auquel s'attache toute cette journée, toutes les interventions, et le replacer dans un cadre, une seule santé, c'est-à-dire dans un nexus à l'interface santé, agriculture, environnement, et souligner le fait que les enjeux aujourd'hui pour faire face à la présence de ces contaminants chimiques et à leurs impacts sur la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes fait vraiment écho à d'autres problèmes auxquels on fait face depuis maintenant quelques décennies et qui ont transformé nos manières de faire en termes d'action en santé publique ou en santé animale ou en santé environnementale, mais aussi en termes de recherche. Et une des choses qui commence à vraiment s'affirmer et vraiment émerger maintenant, c'est que les recherches que l'on mène sur ces problématiques-là visent aussi à répondre de manière très appliquée à une demande de la société. Donc on s'embarque vraiment dans une approche de recherche avec, par et pour la société, donc dans des approches vraiment transdisciplinaires aux côtés des acteurs qui ne sont pas forcément chercheurs. Et qu'à côté de cela, quand on m'a demandé de parler du rôle des sciences sociales, mais ce rôle des sciences sociales, il n'a aucun sens en tant que tel. Il y a besoin de construire un cadre systémique, socio-écologique à l'interface entre les recherches biologiques et sociales pour que l'apport des sciences sociales puisse avoir du sens et trouver sa place dans le cadre des recherches autour de ces nouveaux risques à l'interface santé, agriculture, environnement. Donc, tout ça n'est pas vraiment nouveau, hein. Il y a notamment la convention One Health qui est quadripartite entre l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale et aujourd'hui le PNUE, et qui a bien démontré, là, juste après la crise Covid, au début des années 2020, qu'il fallait que la dimension environnementale dans ces approches One Health, bien qu'elle ait été un peu négligée ou en tout cas appréhendée de manière un peu comme une boîte noire, c'est-à-dire qu'on a toujours pris en compte le fait que l'environnement faisait partie des approches intégrées de la santé, One Health et autres, sans vraiment se donner les moyens, politiques notamment, d'agir au niveau de cette dimension environnementale. Aujourd'hui,
la présence du PNUE dans la convention quadripartite renforce je veux dire, la pertinence d'avoir la dimension environnementale pleinement appréhendée. Ces approches intégrées de la santé, en plus, elles trouvent vraiment leur origine dans le terreau de la prise de conscience des grandes crises environnementales, des sommets de la Terre, etc. Il y a toujours eu, enfin depuis en tout cas plus de 40 ans aujourd'hui, il y a dans des textes conçus par l'OMS notamment, la reconnaissance de cette intrication forte qu'il y a entre santé de l'environnement et santé humaine. Donc on est vraiment dans un cadre aujourd'hui où on est pleinement légitime pour travailler dans ces approches intégrées où l'état des écosystèmes vient directement impacter la santé humaine. Alors pourquoi je vous retrace un peu ce cadrage à la fois scientifique et institutionnel qui légitime pleinement les approches intégrées de la santé, et peu importe qu'on les appelle One Health, Planetary Health ou autres, tout simplement parce que c'est vraiment le terreau dans lequel nos recherches au CIRAD et avec nos partenaires prennent tout leur sens, parce qu'il s'agit de relier dans un cadre conceptuel qui est forcément complexe les dynamiques socio-écosystémiques et leurs impacts sur notre santé. Et donc, ça veut dire que ces approches, quand on s'y réfère, mais on va pouvoir vraiment, enfin, on va devoir, pour que ça ait du sens et qu'on soit vraiment dans une démarche intégrée, mobiliser de nouveaux cadres épistémologiques, conceptuels, théoriques et méthodologiques pour pouvoir pleinement travailler dans cette démarche intégrée et dans un cadre écosystémique. Parce que finalement, quand on parle de problématiques en santé environnementale, et c'est dans ce cadre-là qu'on situe l'impact des contaminants chimiques, par exemple, finalement, ce dont on parle, ce sont des processus socio-écologiques complexes qui vont être liés à la démographie, à la mobilité, à la manière dont on utilise les ressources naturelles sur un territoire, donc aux migrations, etc., mais aussi à la manière dont on va gérer les déchets, les effluents d'élevage, à l'impact du changement climatique sur un tas de processus écologiques également, en lien par exemple avec les résistances médicamenteuses, comme Eric l'a illustré tout à l'heure. Et pour dire que ça n'a pas, dans ce cadre, quand on mobilise un tel cadre intégré qui est indispensable pour traiter ces nouveaux risques sanitaires, on est forcément dans une dynamique socio-écologique. Et là, finalement, la place des sciences sociales, elle est forcément là, mais elle n'est pas là à côté ou juxtaposée aux recherches en biologie. Ce qui a finalement fait ses preuves dans ces approches One Health, c'est la manière dont on peut les appréhender, c'est quand on se donne les moyens de travailler à l'échelle du socio-écosystème et à travers un cadre de recherche donné, pouvoir comprendre toutes les dynamiques socio-écosystémiques. Donc, on va aller chercher dans les théories liées au système socio-écologique, à la résilience. Et donc là, je vous présente à titre d'exemple vraiment le modèle Panarchie qui permet d'appréhender ce qui se passe dans un socio-écosystème contaminé en prenant en considération la trajectoire de ce socio-écosystème et la manière dont les dynamiques biologiques et les réponses humaines, la manière dont les humains utilisent leur territoire vont se répondre et s'intriquer et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sens à envisager l'une sans l'autre. Et que donc, quand on se situe dans ce type d'approche intégrée, on est face à un système, notre territoire, notre socio-écosystème, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille, qui va être en constante évolution, qui va être extrêmement dynamique et on aura des boucles, si on essaie de modéliser la trajectoire de ce système, on aura des boucles de rétroaction permanentes entre, par exemple, l'effet des contaminants sur un cours d'eau, sur les sols, sur les plantes, sur la santé des animaux d'un point de vue biologique. Mais cet impact va en permanence avoir un effet retour sur des décisions humaines, des actions humaines, une action anthropique qui va venir continuer à modifier l'écosystème. Et donc c'est comme ça qu'on peut appréhender en fait la place des sciences sociales, les apports des sciences sociales dans ce type de problématique pour comprendre l'ensemble des impacts finalement des actions humaines, que ce soit à l'échelle d'une ferme, d'un terroir villageois ou d'un pays, avec des mesures par exemple qui sont prises pour gérer le risque d'antibiorésistance. Mais il va falloir relier en permanence la documentation de ces dynamiques sociales, politiques, économiques,
avec l'effet que cela a sur le système et réciproquement dans un cadre complètement systémique. Ça, pour pouvoir documenter ça de manière rigoureuse et mettre à jour toutes ces dynamiques sociales et écologiques, il va falloir le mobiliser dans le cadre d'un consensus avec les acteurs de ce territoire et appréhender finalement la santé du territoire comme un commun en définissant les critères sociaux, écologiques et épidémiologiques qui vont permettre de trouver des indicateurs de l'état de santé du système environnemental. Et à nouveau, pour situer la place des sciences sociales dans ce type de dynamique, je voudrais juste rappeler qu'on peut se situer dans le cadre d'une approche vraiment de recherche en sciences sociales qui va permettre de documenter un problème particulier, qu'on peut aussi être dans une démarche interdisciplinaire où les connaissances en sciences sociales vont être interprétées avec les biologistes ou les agronomes ou les écologues dans un cadre commun, mais que finalement, ce qui a le plus de sens, vu les problématiques sur lesquelles on travaille quand on s'intéresse aux contaminants, c'est de se donner les moyens de mettre en place une approche transdisciplinaire où, avec un tas d'acteurs hors recherche également, on va pouvoir problématiser les questions, les problèmes sur lesquels on travaille et la recherche de solutions. Donc, pour terminer à ce sujet, les enjeux de ce que les sciences sociales peuvent amener dans ce type de panel de recherche et de thématiques, c'est de se poser dans une posture déjà de traduction à l'interface science-société pour comprendre ce que les dynamiques sociales comment elles viennent impacter le socio-écosystème en présence de contaminants. Et donc, il y a déjà toute une dimension d'accompagnement, de mise en place de processus participatifs, transdisciplinaires pour travailler avec les populations à risque, disons, et lançant un ensemble de chercheurs dans un cadre inter- et transdisciplinaire. Et puis, il y a aussi un travail spécifique disciplinaire en sciences sociales pour documenter les facteurs de risque, les analyser, comprendre aussi la perception de ces risques et toutes les représentations du risque. Eric l'a illustré avec l'antibiorésistance, mais je pense que ça s'applique à l'ensemble des problématiques sanitaires sur lesquelles on travaille ici. Et enfin, de pouvoir repositionner ces données en sciences sociales dans le cadre d'une dynamique territoriale à l'échelle des systèmes socio-écologiques, parce que vu la plasticité et le dynamisme de ces socio-écosystèmes en présence de contaminants, et on a vu avec les présentations précédentes à quel point c'était complexe, ça n'a aucun sens de mener des études en sciences sociales pour comprendre les dynamiques sociales sans les intégrer au reste des dynamiques socio-écologiques. Voilà, merci beaucoup, j'en ai fini. S'il y a des questions, je suis disponible. Merci. Je propose qu'on prenne les questions après le prochain exposé de Jean-Christophe Meil, comme ça on pourra interroger les trois intervenants. Alors. Merci. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de cette journée qui va me permettre de présenter les travaux qui sont faits à l'UMR Cali Sud. Donc, on nous avait demandé de parler de contaminants biologiques et de toxines alimentaires. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des mycotoxines, qui sont des mycotoxines alimentaires. Ce ne sont pas toutes les toxines alimentaires, ce sont celles qui nous préoccupent particulièrement à l'UMR Cali Sud, et notamment dans l'équipe sûreté des aliments. Donc vous allez voir qu'il y a déjà ça nous occupe pas mal, il y a pas mal de choses déjà à faire sur cette thématique-là, des mycotoxines. Donc c'est Noël Durand qui devait vous présenter ça aujourd'hui, il n'a pas pu assister à la réunion puisqu'il est en mission. Donc je vais essayer de le remplacer au mieux. Donc je vais commencer par la définition et propriétés des mycotoxines. Donc ce sont des métabolites secondaires qui sont produites par les moisissures, donc des champignons filamenteux microscopiques. Elles ont, pour certaines d'entre elles, un pouvoir toxique avéré pour le consommateur, qu'il soit l'homme ou l'animal. Donc ces pouvoirs toxiques sont souvent dirigés contre le système immunitaire et aussi des effets cancérigènes, notamment sur l'homme et sur l'animal. On a à ce jour plus de 300 métabolites secondaires fongiques qui sont recensés et environ une trentaine qui ont des caractéristiques toxiques préoccupantes pour la santé humaine et animale. Et on peut noter qu'il y a une grande diversité structurale de ces mycotoxines et une grande stabilité, et notamment une thermorésistance
qui fait qu'il est assez difficile de s'en débarrasser une fois que ces toxines sont produites et se retrouvent dans l'aliment. Donc, au niveau des denrées contaminées, on voit qu'une grande variété de denrées contaminées, que ce soit des denrées consommées au nord ou au sud, on peut voir qu'il y a finalement 3 types de moisissures majeures qui sont responsables de la majorité des contaminations des denrées alimentaires. On parle des aspergillus, des pénicilliums et des fusariums. Et donc, chacun de ces types de moisissures sont capables de produire une variété de mycotoxines en fait, dans les aliments. Et on voit aussi que différents types d'aliments sont concernés par différentes mycotoxines en termes de contamination. Donc on peut citer les céréales, on peut citer par exemple le maïs, le riz, le blé et les produits dérivés, on peut citer les légumineuses, et on peut citer également les tissus animaux et les produits animaux comme les produits laitiers, les fromages, etc. Donc comment se passe la contamination des aliments par les mycotoxines? Alors au niveau de la production, on a deux étapes majeures de contamination. Donc premièrement au champ, où le végétal est lui-même contaminé par des moisissures qui vont pouvoir produire des mycotoxines. Après la récolte, on a cette période de stockage qui est aussi un deuxième point critique de contamination par des moisissures et donc de production potentielle de mycotoxines qu'on appelle les mycotoxines de stockage. Et si ce végétal est destiné à l'alimentation animale, on a donc contamination des tissus animaux. Et donc si la viande ou les produits dérivés des animaux, lait ou œufs, sont consommés par l'humain, en fait, on a donc accumulation de ces mycotoxines chez l'humain. Donc cela concerne à la fois les aliments frais, mais également transformés, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Et donc, comme je disais, cette contamination au champ peut se faire par des pathogènes des plantes, de type fusarium par exemple, mais également par des contaminants fongiques qui peuvent venir du sol, de l'environnement, du vent ou bien d'autres ravageurs comme les insectes et les rongeurs. Et au niveau du stockage, on a effectivement aussi des contaminations qui peuvent venir du sol ou bien des conditions de stockage liées à la ventilation, à des reprises d'humidité par exemple, et qui concernent plus particulièrement des moisissures du genre Aspergillus ou Penicillium. Donc, dans le cas des mycotoxines, puisqu'il est difficile de s'en débarrasser une fois qu'elles sont présentes sur l'aliment, on envisage surtout des moyens préventifs aux étapes critiques de contamination qui sont donc au champ, avant la récolte et après la récolte, notamment au niveau du stockage. Rapidement, au niveau des effets santé, donc les mycotoxines sont absorbées et donc circulent dans le sang puis distribuées dans les différents tissus. Elles peuvent s'accumuler et avoir déjà des effets pathologiques à ces niveaux-là. L'accumulation dans les tissus et donc dans la viande peut aussi faire en sorte que ça se retrouve dans les produits alimentaires animaux. Et les différentes biotransformations ou les métabolisations des mycotoxines dans les tissus font qu'elles peuvent se retrouver aussi sous forme plus ou moins dégradée dans les excrétions et donc dans les urines, les fesses, mais aussi donc les produits dérivés, les laits et les œufs. Donc on voit que ça touche finalement à la fois la santé humaine, animale, sur ce problème de mycotoxines. Voilà. Donc, en ce qui concerne la réglementation, donc l'Union européenne fixe régulièrement des règlements qui, au niveau des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Donc, la dernière version de ce règlement date du 25 avril 2023. Elle fixe un certain nombre de teneurs maximales. Donc, l'unité, c'est le microgramme par kilo, dans certains types d'aliments pour certaines mycotoxines. Donc, on a des couples aliments mycotoxines qui sont réglementés au niveau européen. Donc cela concerne, vous voyez, un certain nombre de types d'aliments qui sont consommés, qui peuvent être consommés quotidiennement, donc les céréales, les fruits séchés, du café, du cacao, du jus de pomme, mais également du vin, des épices, les pistaches, les arachides et les aliments pour bébés. Donc ces normes concernent principalement les aliments qui sont consommés sur le sol et échangés sur le sol européen, mais également pour donc les aliments qui sont importés pour consommation sur le sol européen. Donc ça, ce sont la réglementation en vigueur en Europe.
Et après, si on parle des pays du Sud, en fait, les pays du Sud ont soit leur réglementation propre qui tente de s'inspirer de la réglementation européenne, ou bien on a le Codex Alimentarius qui fixe un certain nombre de normes aussi au niveau des mycotoxines dans les aliments. Donc, comment traite-t-on cette problématique des mycotoxines à l'UMR Cali Sud? Donc, elle concerne principalement les travaux de l'équipe Communauté microbienne et sûreté des aliments. Pour cela, nous avons deux objectifs principaux qui sont d'acquérir des nouvelles connaissances et développer et valider des outils qui permettent de suivre et de maîtriser à la fois les flux microbiens et la production de mycotoxines. Donc, ceci tout au long des filières agroalimentaires et par des approches intégrées de pré- et de post-récolte. Donc, nos activités de recherche sont de 4 ordres. Donc, on cherche à déterminer l'occurrence, la biodiversité et la dynamique des moisissures toxinogènes dans les aliments, de déterminer la prévalence des mycotoxines et identifier les facteurs biotiques et abiotiques qui sont critiques pour leur production, développer et valider des traitements technologiques en post-récolte, donc par l'utilisation par exemple d'opérations unitaires de type séchage, torréfaction ou fermentation, pour prévenir ou décontaminer en mycotoxines. Et enfin, on sélectionne et on teste un certain nombre d'agents de biocontrôle au laboratoire et à plus grande échelle. Et ces agents de biocontrôle peuvent être des molécules actives, des systèmes enzymatiques ou bien des agents microbiens endogènes des écosystèmes. Pour mener à bien ces recherches, nous nous appuyons sur différents types de plateformes. Donc à l'UMR Cali Sud, donc à la Maison de la Technologie au B16, nous avons une plateforme de microbiologie, un laboratoire de type P2 pour analyser les moisissures. Nous avons une plateforme de biologie moléculaire pour caractériser ces moisissures et une plateforme d'analyse des mycotoxines. Donc, vous voyez l'outil ici en bas qui a été acquis en 2020 dans l'équipe. Donc c'est une LCM-SMS qui permet en fait en une seule extraction et une purification de pouvoir analyser en simultané 30 mycotoxines différentes. Donc on accède aussi à cette donnée de multicontamination qui concerne la majorité des denrées alimentaires que l'on étudie, à savoir qu'on est souvent dans le cas de figure, on a plusieurs mycotoxines qui se retrouvent présentes à différentes doses sur un seul et même aliment. On utilise également la plateforme de séquençage de l'UMR AGAP, et ce pour caractériser les communautés microbiennes qui sont associées aux aliments et qui peuvent expliquer ou non l'occurrence des mycotoxines dans les aliments. Je vais vous montrer un exemple des projets en cours dans lesquels nous sommes impliqués sur cette thématique. Donc, premièrement, au niveau national, le projet Tomalt qui s'intéresse aux toxines d'alternariat dans la filière tomate. Le projet Mignon, qui est un projet ANR qui a démarré l'année dernière, qui est un projet de sciences participatives, et donc qui se met au niveau du consommateur et qui permet de déterminer, en fonction des habitudes de consommation et des réflexes que les consommateurs peuvent avoir vis-à-vis des moisissures qu'ils retrouvent dans leur frigo, de pouvoir fournir des recommandations pour limiter les pertes et les gaspillages. Donc c'est un projet où tout un chacun peut contribuer en envoyant ses échantillons de produits contaminés de son frigo aux différents laboratoires partenaires du projet. Je voulais citer aussi le projet Uprise qui vient d'être obtenu, et donc c'est un projet Horizon Europe qui commencera en 2024 et dans lequel on s'intéressera au problème de sûreté des aliments avec un focus particulier sur les aliments traditionnels fermentés en Afrique à base de céréales. Et pour cela, on travaillera avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud sur cette thématique-là. On est également impliqué dans le projet Legae, légumineuses pour la transition agroécologique et la sécurité alimentaire en Afrique, avec un focus sur le problème des aflatoxines sur les arachides au Sénégal. Nous sommes également impliqués dans le projet Intercrop Value qui a démarré l'année dernière, qui est coordonné par Eric Juste, qui est ici présent, et dans lequel ce qui est intéressant pour nous, c'est d'évaluer le risque mycotoxine dans les cultures associées, sur des différents terrains, donc qui sont en Europe, à La Réunion et au Mozambique. Et enfin, je citerai le projet Interreg et Kalinov 3 qui devrait démarrer en 2024, qui va s'intéresser à caractériser les risques liés aux mycotoxines et le diagnostic rapide dans certaines filières de l'océan Indien. Nous réalisons également des formations donc chez les partenaires, mais également au CIRAD, pour l'analyse des mycotoxines. Nous comptons mettre en place une formation intégrée à la problématique des mycotoxines
au catalogue CIRAD pour 2024. Et nous allons également, nous faisons partie du réseau national des mycotoxines en France, et nous allons organiser les journées nationales de mycotoxines en 2024 à Montpellier. Enfin, nous sommes membres du réseau Fusatox, membre de la Société française de microbiologie. Nous avons plusieurs collègues de l'équipe qui sont dans les comités d'experts de l'ANSES et également point de contact à l'EFSA pour le CIRAD. Je voulais terminer en remerciant les membres de l'équipe de communauté microbienne et sûreté des aliments, et voilà, notamment les différents chercheurs et enseignants-chercheurs de l'équipe qui sont impliqués dans ces travaux. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je propose d'ouvrir la partie discussion. Je crois qu'il y a déjà 2 questions sur le... Alors, 2 questions sur le chat. Une pour Jean-Christophe Miel. Est-ce que les mycotoxines peuvent être transférées par les effluents d'élevage au sol, puis de nouveau aux plantes? Ça, c'est une très bonne question. C'est typiquement le genre d'analyse qu'on n'a pas véritablement analysé, puisqu'on s'est vraiment focalisé sur l'aliment. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, des analyses plus globales, et notamment environnementales, seraient intéressantes, puisque ce sont des molécules qui sont généralement assez petites et assez stables. Et donc, effectivement, il serait intéressant de voir ce niveau de contamination au niveau environnemental. Et effectivement, ça fait partie des choses qui seraient vraiment intéressantes à développer. Et encore une fois, je pense que la capacité analytique est aussi peut-être un des verrous ou une des limitations que l'on pourrait avoir pour pouvoir s'engager dans ce type d'analyse à grande échelle, on va dire, puisque dans ce cas-là, il faut vraiment envisager un équipement, une logistique autour de l'échantillonnage et de capacité d'analyse qui est peut-être pour l'instant pas disponible à notre niveau. Ok, merci. Une question pour Aurélie Binot, si tu es toujours connectée, Aurélie. Avez-vous des avis sur comment organiser la recherche sur des systèmes où il y a des conflits sociaux, par exemple des ressources co-exploitées par différents acteurs? Comme pour d'autres problématiques, en travaillant avec des équipes en sciences sociales qui définissent leur protocole avec les autres membres du projet pour aller documenter ces conflits et petit à petit engager peut-être les acteurs de ces conflits dans un dialogue. Donc c'est pour ça que je mettais l'accent tout à l'heure sur le double apport finalement des sciences sociales dans ce type de démarche de recherche. C'est d'une part bien sûr d'amener des données pour mieux comprendre le contexte, mais pas uniquement le contexte social, c'est le contexte social dans un cadre socio-écologique. Donc toute cette documentation, par exemple dans un cas où il y a des conflits d'usage qui viennent empêcher une intervention de gestion d'un milieu contaminé, par exemple, il est important de resituer ce qu'on va comprendre de ce conflit, où il y aura peut-être des enjeux politiques, économiques ou sociaux, de les resituer dans le contexte, dans l'écosystème en question et dans le cadre de l'intervention. D'où la nécessité, toujours, je pense, de définir les protocoles de recherche en SHS à l'échelle du projet complet, avec tous les protagonistes et notamment ceux qui seront vraiment au fait des interventions, de la dimension biologique de l'intervention à mener. C'est vraiment dans ce cadre-là. Et par ailleurs, de se doter aussi de méthodologies, et il y en a, et en plus au CIRAD, on les maîtrise très bien, ces méthodologies d'accompagnement, de mise en dialogue, de co-construction. Et voilà, c'est ce que je préconiserais, mais c'est vrai pour la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vrai pour d'autres enjeux aussi qui se situent à l'échelle d'un territoire dans un système socio-écologique. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'est Christian, si je peux me permettre, je voulais répondre à la question précédente. Enfin, tenter. Vous m'entendez là? Oui. Oui, parfait. Oui, c'est bon.
C'est bon? Oui, oui, alors j'ai pas spécialement d'infos sur les mycotoxines, mais moi j'avais encadré une thèse il y a quelques années sur les cyanotoxines. Et en fait, on avait regardé comment les cyanotoxines présentes dans les eaux d'irrigation impactaient le sol, mais surtout aussi comment elles pouvaient être retransférées vers les végétaux. On avait pris comme modèle la tomate. Et en utilisant on avait fait produire donc par des cyanobactéries une cyanotoxine marquée au carbone 14, je crois. Et on avait pu montrer que ces cyanotoxines repassaient du sol à la tige et à la feuille de tomate, mais pas dans les fruits. Donc, c'est pas impossible que les mycotoxines aussi repassent quelque part à un moment donné dans les végétaux. Voilà, merci. Alors, comme tu es toujours connecté, Christian, je vais en profiter pour poser la question qui était restée dans le chat tout à l'heure et que je t'avais envoyée par email. Je vais la reposer et ça va te permettre de répondre en direct. Est-ce que la notion d'éco-exposome intègre les cas où il y a des effets positifs et négatifs en même temps, comme par exemple dans le cas d'apport d'effluents d'élevage sur les sols? L'éco-exposome, alors ça va concerner finalement l'exposition des êtres vivants à des composés chimiques. Donc peut-être qu'on ne va pas regarder dans cette approche d'éco-exposome les impacts positifs sur la croissance des plantes ou sur autre chose, mais on va surtout regarder aussi les polluants éventuels amenés par les effluents d'élevage ou les produits résiduels organiques au sens large. Et donc, dans ces effluents d'élevage, il y a quand même assez souvent des métaux qui sont utilisés comme additifs alimentaires. Il peut y avoir des résidus de médicaments, des résidus d'antibiotiques, des composés hormonaux. Et ça doit être pris en compte par les approches d'éco-exposome, je pense. Oui, ça marche. Donc, Philippe Petit-Huguenin, j'ai une question pour Eric. Tu as dit que le sol pouvait être un réservoir de bactéries résistantes aux antibiotiques. Je n'ai pas bien compris si c'est juste un réservoir ou si c'est un lieu qui va générer des bactéries résistantes aux antibiotiques, puisqu'on a des résidus d'antibiotiques dans les sols. Tu peux peut-être préciser ce point-là. Oui, c'est effectivement, ça peut aussi générer, comme tu dis, des bactéries multirésistantes qu'on retrouvera ensuite sur les animaux qui vont consommer notamment l'herbe dans les champs qui seront infectés, entre guillemets. Oui, c'est un cercle infernal. Merci. Une question pour Jean-Christophe. Donc à l'UMR Cali Sud, vous avez une tutelle qui est l'Université de Montpellier où il y a pas mal de pharmaciens. Donc la question c'était pour savoir est-ce qu'il y a des travaux en santé humaine en lien avec les mycotoxines dont tu as parlé et les aliments dans vos projets au sud là. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec les conséquences en santé humaine? Les conséquences en santé humaine, alors, ne sont pas traitées à Cali Sud par notamment les... C'est vrai que sur les collègues de la faculté de pharmacie s'intéressent plutôt au syndrome métabolique. Il y a d'autres pathologies liées à l'alimentation qui sont liées plutôt à des phénomènes de malnutrition. Et c'est vrai que à Cali Sud, on ne traite pas vraiment la toxicité en elle-même, mais plutôt le potentiel toxique de l'aliment considéré. Ou alors on a des travaux récents d'un projet que je n'ai pas cité d'ailleurs, qui s'est terminé, d'un projet PHT Maghreb, donc en collaboration avec des laboratoires, notamment en Tunisie, où là on a fait des manips un peu nouvelles pour nous, qui sont de doser les mycotoxines dans les tissus animaux, dans certains organes dans lesquels ils s'accumulent, pour pouvoir un peu mieux comprendre finalement quelle est la dynamique des toxines et de leurs produits de dégradation dans les tissus animaux. Et c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier à Cali Sud de travailler plus loin sur l'effet toxique, on va dire, sur l'animal ou sur l'homme. Mais effectivement, on est toujours preneur de ce genre de collaboration pour avoir une meilleure connaissance aussi des conséquences de ces niveaux de contamination. J'avais une question pour Eric. Est-ce qu'on connaît les mécanismes qui font que la présence de métaux lourds ou de pesticides dans les sols augmente l'antibiorésistance? Alors, pour certains pesticides, on a des antibiotiques, donc effectivement, ça va créer directement de la présence et des antibiotiques dans le sol. Et donc, les bactéries, comme dans un organisme, vont réagir
s'organisant, en se défendant et avec leur système SOS, en ayant des mécanismes de défense qui vont leur permettre effectivement de réagir par rapport à la présence de ces pénicillines en général, puisque ce sont des pénicillines ou de la streptomycine. Pour les métaux lourds, directement, je ne connais pas. Oui, j'en dirais un tout petit mot rapide tout à l'heure. On connaît très bien, en fait, c'est très bien décrit depuis plusieurs décennies, les mécanismes de co-sélection de résistance aux antibiotiques sous l'effet d'exposition aux métaux. Alors, j'ai une petite question aussi pour Eric. Non, c'est par rapport au pas de temps de mise en place des processus d'antibiorésistance et de résilience aussi, du coup. C'est quoi à peu près le pas de temps? Oui, Non, et du coup, c'était pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Christian sur un peu l'inadéquation entre les temps de financement de projet et du coup les processus observés. Est-ce que vous avez un peu les mêmes constats? Alors, dans la mesure où on utilise des antibiotiques, la résistance est observée dans un pas de temps entre 5 à 10 ans, voire moins. Je vais te donner un exemple. J'étais au Sénégal, on a introduit en santé animale l'utilisation des fluoroquinolones, en particulier dans les élevages de volailles. On avait surveillé avant leur introduction la résistance de certaines bactéries que l'on retrouvait d'ailleurs impliquées dans les toxi-infections alimentaires collectives, salmonelle et campylobacter. Et on n'avait quasiment aucune résistance par rapport aux fluoroquinolones. Ça, c'était en 2000. On a introduit les fluoroquinolones en 2001. 2 ans après, il y avait 45% des campylobactères, espèces G. qu'on retrouvait dans les volailles, 2 ans après, 45% qui étaient résistants aux fluoroquinolones en 2 ans. En général, le pas de temps peut s'avérer plus long, mais en particulier sur des espèces comme campylobacter, qui sont extrêmement plastiques, on a une rapidité de réaction avec une installation de la résistance qui se fait très rapidement. Ensuite, la réversion, la résilience, comme tu dis, c'est différent en fonction des bactéries. Tu as des bactéries qui mettent du temps à revenir sensibles, notamment certaines Escherichia coli, qui, dans les travaux qu'on a menés dans la zone océan Indien, on a eu, entre le moment où les antibiotiques ont été arrêtés jusqu'au moment où on a retrouvé des élevages sans ces bactéries multirésistantes, Escherichia coli, on a eu quasiment 10 ans. En revanche, des salmonelles sur lesquelles on utilisait en innovo à l'incubation sur les œufs qui allaient donner des poussins d'un jour, que ce soit pour produire des poulets de chair ou ensuite des poulettes, des antibiotiques étaient injectés innovo directement dans l'œuf. Donc ça, c'est interdit depuis. Et on avait justement des céphalosporines de 3e génération, du céphalosporin. Et en 3 ans, on a eu une baisse vraiment notable de la résistance. Donc tu vois, ça dépend du coût énergétique pour la bactérie. Donc en fonction des bactéries et en fonction de l'antibiotique, c'est plus ou moins long. Mais en tout cas, ça va assez vite quand même, globalement. On va prendre une dernière question. Merci. Jean-Luc Battini, DGDRS. J'ai juste une question. Est-ce qu'il existe dans vos réseaux et dans vos groupes de recherche des travaux qui sont faits justement sur ces mécanismes de création de la résistance à ces bactéries plutôt que essayer de tuer cette résistance dans l'œuf? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des unités de recherche au CIRAD, à l'INRA ou à l'INSERM qui travaillent justement sur ces mécanismes de création de cette résistance? Oui, en effet, on travaille beaucoup sur ce qui induit la résistance. On essaye, en fait, c'est des systèmes SOS, des bactéries, qui, de fait, arrivent. On voit que dans une population donnée, alors que théoriquement les bactéries sont sensibles, on va avoir sur une première population 1 ou 2 mutants qui vont apparaître. Et ensuite, il va y avoir vraiment une suprématie de cette population mutante à l'échelle de la population présente. Et donc, on voit qu'on a des interactions qui peuvent être... En fait, il y a un effet vous connaissez sans doute de quorum sensing. À un moment donné, on a des bactéries qui vont alerter leurs petites congénères et qui vont mettre en place justement leur mécanisme de résistance. C'est pour ça que justement, on a des voies
de recherche en matière d'alternatives aux antibiotiques. En particulier, il y a des travaux qui se font sur le recours aux huiles essentielles. Alors, parmi les huiles essentielles, c'est vraiment identifier les principes actifs qui ont un effet et qui ont un effet justement sur cette signalisation du quorum sensing. Et on voit qu'en utilisant au bon moment ces principes actifs-là, on bloque la signalisation et on bloque justement l'apparition de résistance. Et donc ça, c'est vrai pour les huiles essentielles, mais c'est vrai également, alors après, il y a d'autres alternatives qui sont très intéressantes, mais qui sont plutôt développées en Europe de l'Est. Ce sont tout ce qui est bactériophage, donc les virus de bactéries, sur lequel, en tout cas au niveau occidental, on a peu de recul. Visiblement, il y a alors des pays comme la Géorgie, l'Estonie, même la Russie, qui travaillent depuis de longues années dessus. On commence à travailler avec l'Estonie en matière de bactériophages, parce qu'effectivement, ça peut aussi s'avérer intéressant. Alors là, pour le coup, c'est vraiment tuer les bactéries dans l'œuf, c'est l'expression que vous utilisiez, dès le départ, justement, lorsqu'elles présentent justement cette résistance aux antibiotiques.